d'organisation de la société civile, de politique, qui est baptisé F24, ce qui est contre l'éventualité d'un troisième mandat du président Macky Sall. Jacques Diakouti et Yahweh Klonokounou sont mes deux invités. Jacques Diakouti, je le disais avant la pause, Macky Sall, en répondant à des questions de journalistes il y a quelques semaines, disait que la question d'un nouveau mandat pour lui avait déjà été tranchée par le Conseil constitutionnel parce que le problème avec lui, c'est qu'il a hérité d'un septennat qu'il a transformé en quinquennat et qu'il voulait se l'appliquer, mais le Conseil constitutionnel lui a dit non, vous finissez les 7 ans et puis après vous pouvez faire 5 ans éventuellement. Et donc lui, il entend cela comme, bon, c'est qu'il a encore le droit de briguer un nouveau mandat. Bon, vous savez, c'est vrai qu'il y a le droit. Il y a également le sens. C'est-à-dire que en Afrique aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un veut briguer un troisième mandat, on comprend déjà. Moi, je crois qu'il faudrait que le bon sens puisse prévaloir dans cette situation. Macky Sall, si vous voyez ce qu'il a fait au Sénégal, les Sénégalais apprécient le travail qu'il a fait au Sénégal. Et quand il était également président de l'Union africaine, nous avons vu comment vraiment il a essayé de régler certaines situations que les pays traversaient en Afrique. C'est un monsieur qui est pragmatique, qui est très intelligent et qui sait ce qu'il fait, où il va. Moi, je crois que avec la situation actuelle que le Sénégal vit par rapport à ce troisième mandat, comme il a si bien dit, il a dit que le moment venu, il va se prononcer. Pour le moment, il parle toujours au conditionnel. Il faudrait aujourd'hui également que la classe politique sénégalaise, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont peur, si Macky Sall, par exemple, allait à ce troisième mandat, aux gens de s'organiser, de pouvoir le battre dans les urnes. Moi, je crois que si le Sénégal veut effectivement prôner la paix, c'est d'essayer de s'organiser. Vaille que vaille, si le président Macky Sall veut aller par exemple à ces élections, il faudrait que, comme la société civile l'a fait, qu'il s'organise pour mobiliser les jeunes, les femmes, les vieux au cours des élections et qu'ils puissent avoir effectivement une élection libre et transparente. Et je sais qu'au Sénégal, ce n'est pas comme dans d'autres pays où les médias proclament les résultats au fur et à mesure. Donc je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop à craindre au niveau du Sénégal, mais il faudrait qu'aujourd'hui la classe politique sénégalaise également soit responsable. Il faut que les gens se disent, après tout c'est notre pays, on n'a pas besoin que ce pays-là brûle. Parce que si le pays brûle, eux-mêmes ils sont sénégalais. Donc je crois que chacun a sa part de responsabilité. Comment faire pour que le Sénégal soit en paix par rapport à ce troisième mandat? Il faut que chaque acteur puisse effectivement mettre de l'eau dans son vin pour se dire que nous ne voudrions pas que le Sénégal brûle. Yaounoukoulou, je vais poser une question peut-être que certains trouveront assez curieuse, assez bizarre. Quel est le problème avec un troisième mandat de Macky Sall? Bon, vous savez, le problème en réalité, d'abord il se pose une question de droit. Et cette question de droit, c'est une réalité. Et aussi, il faut aussi savoir que il y a ce côté de bonne foi des acteurs, que ce soit de la classe politique et de la société civile. Parce que, vous savez, il ne faut pas aussi toujours se mettre dans cette posture de manipuler les concitoyens. Et je crois que la classe politique et la société civile, en toute maturité, ils doivent prendre de la hauteur pour vraiment clarifier les citoyens sur la situation concernant cette réalité que pose le droit. Donc, et cette réalité fait que c'est vrai que le président Macky Sall, de droit, rien ne l'empêche de ne pas être candidat. Bon, maintenant, si dans une démarche politique, dans un choix politique ou de son propre gré, il dit bien que la Constitution me donne ou j'ai la possibilité de me représenter, mais je ne le fais pas. Bon, parce qu'il y a un problème qui se pose, parce que là, il y a une rivalité. Et cette rivalité, c'est que le président Macky Sall voit
la mauvaise foi des acteurs politiques, de la société civile. Hein, ils voient leur mauvaise foi parce que, se disant qu'ils savent très bien que rien ne l'empêche de droit. Il doit avoir droit à une candidature. Mais ils font de la propagande, ils font de la manipulation et qualifiant cette autre candidature de troisième mandat pour, etc. Bon, c'est aussi ça, les manies en nous, nous en Afrique, où les acteurs, les leaders ne montrent pas une certaine sincérité. Ils sont dans pour leur intérêt personnel, ils sont dans des manipulations, dans des spéculations, etc. Et donc, ma foi, je crois que soit le président Macky Sall, il prend sa décision politique personnelle de décider de ne plus se présenter. Et là, bon, je crois que ses adversaires, ils seront heureux parce qu'ils se diraient que oui, ils l'ont contraint. Mais s'il dit non, qu'il va, ben, je crois, ma foi, que c'est en toute légitimité. Hein, s'il pose encore sa candidature, c'est en toute légitimité. Mais je crois que lui aussi, il doit aussi, et ça, celui de communication, doit vraiment être active pour éclairer, édifier les Sénégalais sur cet aspect, ce principe de droit. C'est vrai qu'il y a une chose, les dirigeants, les acteurs, ils parlent, ils ont un langage, et non seulement diplomatique, mais d'un certain niveau, qui ne sont pas vraiment accessibles à la majorité des citoyens, au bas peuple. Parce que quand il dit que oui, cette question a été déjà tranchée par le Conseil constitutionnel, il a parlé, mais ce qu'il a dit n'est pas accessible, n'est pas compréhensible à beaucoup de millions de Sénégalais. Alors donc maintenant, il faut pouvoir avoir une diversité de langage, de communication, de manière à ce que les gens, sûrement que beaucoup sont vulnérables à ces manipulations-là de la classe politique et des sociétés civiles qui expriment plutôt leur entendement en faisant fi de ce principe de droit, en ne les édifiant pas. Oui. Est-ce qu'il n'appartient pas, moi je vais dire au Conseil constitutionnel, de prendre la parole et de trancher le débat? Oui, c'est aussi une possibilité. Hein? C'est aussi une possibilité, mais vous savez, quand nous disons que, bon, la démocratie, pays de liberté, etc., bon, donc du coup, parfois les gens, c'est ce que je dis, que les gens, ils se mettent dans la mauvaise foi. Hein, ils expriment beaucoup plus leur entendement, ils s'entêtent et puis eux aussi ils manipulent les citoyens. Bon, même si le Conseil fait une sortie, toujours est-il qu'il faut, la responsabilité incombe également à l'équipe dirigeante, hein, au parti au pouvoir, de vraiment communiquer au sein du peuple, pour expliquer aux gens qu'en réalité, voilà, il se pose une question de droit. Et donc, face à cette situation, en réalité, rien n'empêche au président Macky Sall d'avoir encore une candidature au regard de ceci. Parce que ça, je vous dis, si vous rentrez dans les rues, tous ces Sénégalais qui sont là, il y a beaucoup qui méconnaissent cet aspect-là. Il y a beaucoup qui ignorent cet aspect. Ils sont sous l'effet de la manipulation, etc. C'est en cela que la classe politique, la société civile doit être de bonne foi pour l'intérêt du pays et éviter certains spectacles inutiles. Dans la constitution sénégalaise, il est clairement dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Et en raisonnant, je veux dire, peut-être par l'absurde, certains disent, Macky Sall fait 2 mandats consécutifs déjà. Est-ce qu'on a besoin d'être bardé de diplôme pour comprendre qu'il ne peut plus être candidat? Oui, vous savez, du moment où le mandat était un mandat septennal, c'est-à-dire que 7 ans avant. Vous vous rappelez? Oui, oui. Voilà. Et après, ils ont ramené le mandat à 5 ans. Donc c'est pour vous dire que pour lui, comme c'est une nouvelle constitution, donc il faut remettre... Bon, il n'a pas changé de république, il a juste changé, modifié un article de la constitution. On le dit souvent qu'il faut remettre toujours les compteurs à zéro. Nous l'avons vu dans beaucoup de pays. C'est pourquoi moi je disais, c'est vrai qu'il y a le droit, il y a également le sens, le bon sens. C'est-à-dire que c'est au président Macky Sall, c'est-à-dire que si le droit le confère d'aller par exemple à ces élections, il a le droit d'y aller. Mais si le droit ne le permet pas d'aller à ces élections, là, c'est un autre problème. Voilà. Mais si le droit sénégalais, et surtout la constitution sénégalaise, le permet d'aller aux élections, mais il est libre d'aller. C'est maintenant à l'opposition de s'organiser. C'est à l'opposition de s'organiser pour le battre effectivement dans les urnes.
Si vous savez que le monsieur a un droit d'aller à ces élections, mais vous cherchez l'esperfuge, c'est-à-dire que la manipulation pour barrer certains soucis au niveau de la population, mais il faudrait effectivement être clair. Vous voyez, c'est en ça souvent que je suis souvent découragé de certains acteurs politiques. C'est-à-dire que les gens, ils voient la réalité, mais ils laissent la réalité de côté et ils foncent effectivement dans le flou, ils foncent dans la manipulation, et là, vous voyez que c'est les pauvres populations qui meurent. Vous voyez, regardez par exemple un simple procès qui oppose un ministre et un politicien. Et puis là, on va dire encore que les gens sont morts encore dans cette histoire. En quoi les gens vont mourir à cause d'un procès entre un acteur politique et un ministre. Ouais, donc, il faudrait qu'on cesse quand même de manipuler effectivement les populations. C'est-à-dire que si aujourd'hui, un acteur politique sait que ce qu'il a dit envers l'autre, si c'est vrai, mais il n'a qu'à aller devant la justice et laisser le comparaître libre. Et avec le ministre et ses avocats, on pourra voir la vérité. Mais du moment où, le jour du procès, on sort effectivement la population dans les rues pour se faire accompagner, pour aller au procès, vous voyez que vraiment, il y a vraiment un sérieux problème à ce niveau. Donc je crois qu'une fois encore, il y a le bon sens par rapport au président Macky Sall, il y a le droit. Donc si le droit le permet effectivement d'aller à ces élections, mais que l'opposition s'organise, l'opposition sénégalaise s'organise pour le battre effectivement dans les urnes. Mais si effectivement le droit le permet d'aller, mais laissez-le aller aussi à ces élections, quoi qu'on dise. Parce que vous savez, il faut faire attention lorsqu'on parle du peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas tous qui sortent qui sont du côté de l'opposition. Finalement, chacun a son peuple. Chacun a son peuple. Vous voyez. Et donc, chacun également a ses électeurs. Chacun également a ses partisans. Moi, je préfère qu'on parle des partisans au lieu de parler du peuple. Parce que tout le monde a son peuple. Donc, vous voyez. Donc, je crois que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, il faudrait, comme je le disais tout à l'heure, que la classe politique du Sénégal, il faut qu'ils se ressaisissent. Et côté également du pouvoir, il faut que les gens se ressaisissent. Parce que le bien commun qu'ils ont, c'est le Sénégal. Alors, je pense que donc, sur la question de la limitation de mandat, la palme revient naturellement à Patrice Talon, qui a eu la bonne phrase, hein, nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Et comme on sait qu'on n'a qu'une seule vie, quelle que soit la constitution, on dégage. Vous savez, je crois que c'est un principe parce que, cette phrase de « nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie », cette phrase, je crois que c'est un principe sur lequel il faut vraiment y travailler encore. Il faut vraiment y travailler. Et maintenant, voir... c'est un peu compliqué parce que qu'est-ce qu'il faut revoir, parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect de droit, hein, il y a l'aspect de droit lorsqu'il y a une révision constitutionnelle, et donc du coup maintenant est-ce qu'il faut préciser que quel que soit une quelconque révision constitutionnelle, parce que dans la marche, dans la constitution du pays, il peut y arriver, il peut s'avérer important parfois de toucher la constitution. Maintenant, est-ce que automatiquement est-ce qu'il y a une disposition qu'il faudra insérer pour dire que cette modification ne donne en aucun cas aucune possibilité aux dirigeants actuels, et je crois qu'il faut clarifier là-dessus, parce que exactement, parce que cette déclaration du président Patrice Talon, c'est un choix politique jusque là, et si le président Macky Sall décidait de ne pas se présenter, c'est toujours encore comment dirais-je, une décision politique et personnelle. Maintenant, moi, j'aurais beaucoup plus attendu de la société civile sénégalaise de jouer un rôle autre que de cette nature-là. Parce que de cette nature, tout semble croire comme si la société civile se met sous la coupole, le contrôle d'une classe politique, parce qu'apparemment, elle semble avoir un même langage que la classe politique. Or, moi, j'aurais souhaité que la société civile se mette plutôt dans une démarche
dans une démarche bon, je ne sais pas si je dois parler de plaidoyer, mais d'obtenir du président Macky Sall que bien que ayant droit à une troisième candidature, mais pour ce qui concerne pour le pays et pour certaines exigences, essayer de plaider auprès de lui pour qu'il n'acte pas cette troisième candidature. Moi, j'aurais beaucoup plus préféré une tête de marche de la société civile que de se mettre dans la même posture que les acteurs politiques de l'opposition avec des mouvements, etc. Bon. Troisième sujet, on va parler du Togo avec la question des inondations. Lomé, la capitale, le Togo en général, est balayé depuis quelques semaines déjà par des pluies. On en a eu quelques-unes qui ont été très fortes. Et quand on vient à Lomé, la capitale, eh bien, les bassins de rétention d'eau dans certains quartiers n'ont pas véritablement joué leur rôle. Quand vous allez par exemple au bassin de rétention d'eau à Deux-Lions, Carrefour Deux-Lions, à Léo 2000 ou bien la douane d'Adido Gomé, ces bassins ne jouent pas leur rôle. Même à Dido Adin, le bassin de rétention d'eau ne joue pas leur rôle. Conséquence, plusieurs maisons qui juste la chaussée se retrouvent sous de très fortes eaux. Des boutiques sont inondées. La situation à l'intérieur du pays, on n'a pas vraiment encore de retour. Mais quand on sait que on n'est qu'au début de la saison pluvieuse et que véritablement de grandes précipitations sont attendues, quelle est véritablement la situation? Quelle solution durable pour ces questions d'inondation? Yaounoukoulou, est-ce que vous pensez que c'est, je veux dire, un manque de planification qui fait qu'aujourd'hui, on ne trouve pas encore la solution pour l'évacuation des eaux pluviales? Alors, d'accord, merci pour votre question. Mais M. Samuel, ce que je voudrais dire, c'est que je crois, ma foi, que en réalité, sur ce plateau, et nous, concernant cette question, ce sujet, la personne indiquée à être présente ici pour y répondre, en réalité, c'est M. Nissa Ononfam, qui a longtemps été ministre des Travaux publics. C'est à lui de répondre à cette question. Alors, comment est-ce que les marchés ont été attribués? Dans quelles conditions, quelle expertise en amont avait été faite pour arriver à faire le choix de ces bassins? Et dans quelles conditions, quelles sont les normes techniques dans lesquelles ces bassins ont-ils été construits, etc. Alors, donc, du coup, il n'y a pas que ces bassins, il y a tellement beaucoup d'autres rues également où vous avez manqué de citer Deux-Lions ici, également, même Deux-Lions, la chaussée était vraiment inondée d'eau, etc. Alors, monsieur, bon, vous voyez, c'est cela, quand dans notre pays, il n'y a pas la reddition des comptes, quand nous parlons de reddition de comptes, ce n'est pas seulement d'aller faire montre de son visage à l'Assemblée devant les députés pour parler, non. Quand nous parlons de rendre compte, c'est-à-dire que ce travail que la Cour des comptes a commencé, c'est un travail qui doit être perpétuel, de manière à ce que chaque ministère, les dotations annuellement, qu'il y ait toujours une évaluation, qu'il y ait toujours un rapport. Donc c'est M. Nissa Ononfam, et maintenant il vient de laisser une tâche pour Mme Kassa Traoré, que je salue, qui est une femme de rigueur. Je crois, ma foi, que si c'est elle qui avait toujours été occupée ce poste-là, on n'en serait pas là, parce que elle a été la directrice nationale du contrôle des marchés publics. Elle aussi, peut-être, elle pourrait nous dire, parce que étant directrice nationale du contrôle des marchés publics, ça veut dire que rien ne l'a échappé dans l'attribution, et non seulement l'attribution, mais dans la réalisation de tous ces ouvrages-là. Pour quel résultat aujourd'hui? Bon, voilà, ça c'est d'un. Maintenant de deux, M. Samuel. Aujourd'hui, encore et toujours, je m'interroge de savoir nos oppositions, nos leaders d'opposition, quel exemple donnent-ils et qui révèle une certaine différence entre eux et les dirigeants actuels? Parce que depuis que nous avons embrassé la décentralisation avec les élections locales, etc., les maires sont là. Exactement, que font-ils
eux aussi également, pour répondre à ces exigences-là, à ces complications des populations. Ou aussi, nous ne sommes pas là juste pour entendre certains maires annoncer avoir dépensé plus des centaines de millions pour s'acheter des maisons et en faire leur bureau, c'est-à-dire que c'est leur confort seulement qui les préoccupe. Au même moment, les pauvres populations qui sont dans la précarité, qui sont dans des conditions difficiles, c'est grâce à eux, c'est vers eux vous allez et c'est eux qui votent pour vous pour que vous occupiez les postes. Et quand vous occupez les postes, tout ce qui vous importe, c'est vos propres intérêts personnels, c'est vos propres conforts. Quand les populations restent toujours avec ces centaines de millions qu'ils disent avoir dépenser pour s'acheter des villas et en faire leur bureau, leur confort, ça peut résoudre des problèmes dans leur commune, etc. D'accord. Alors donc, vous voyez que il y a un problème, et il y a un problème de gouvernance, il y a un problème, il y a eu un manque de prise de conscience, non seulement des dirigeants, mais également de tous ces élus locaux qui sont de l'opposition, qui sont arrivés, nous ne voyons pas de différence, nous ne voyons pas aucun exemple qui montre que non, vous êtes mieux que ceux qui dirigent, et donc vous êtes à même d'apporter des solutions pour les populations contraires, c'est leur propre confort aussi qui les préoccupe, etc. D'accord. Jacques Diakouty, même question, c'est un problème de planification qu'on a eu dans la construction des ouvrages. Il faut reconnaître que, Samuel, quand vous prenez par exemple Lomé, il y a un problème d'urbanisation de la capitale. Quand vous prenez par exemple Lomé, vous comparez Lomé à Cotonou, vous voyez que nous sommes presque les mêmes. C'est-à-dire que quand il pleut, nous avons toujours des problèmes. Ça, il faut le reconnaître. On a parlé tout à l'heure des bassins de rétention d'eau. C'est vrai. Moi, je ne pense pas que c'est la construction qui crée ce problème. Le vrai problème, c'est comment drainer ces eaux. Tout le débat à ce niveau. Je crois que si on avait pris, par exemple, le temps de bien planifier le dragage, effectivement, de ces eaux, des bassins de rétention d'eau, peut-être vers la mer ou bien les lagunes, peut-être les lagunes après la mer, je crois que nous n'aurons pas effectivement ces problèmes-là. Parce qu'on peut creuser par exemple les rétentions de ces bassins en profondeur, de ces bassins d'eau en profondeur. Mais lorsqu'il y a souvent ces pluies, vous voyez que ces eaux-là débordent toujours. Donc je crois qu'il faudrait tout faire pour drainer effectivement ces eaux-là vers la mer. Si on essaie de le faire, vous allez voir que nous aurons moins de problèmes, moins d'inondations dans notre capitale. Et l'autre aspect, c'est le traçage effectivement de certains quartiers. Vous savez, Samuel, vous prenez aujourd'hui les nouveaux quartiers dans notre pays. Les nouveaux quartiers, vous voulez parler de quand vous prenez Legbasito, Sobosito et en allant, vous allez voir que le gouvernement n'a pas prévu effectivement les infrastructures dans ces quartiers-là. Vous voyez, les premiers venus, c'est les premiers qui tracent les voies. Les premiers venus, c'est eux qui creusent par exemple les forages. Les premiers venus, c'est eux qui cherchent par exemple l'électricité, ils branchent. Et tous ceux qui viennent sont obligés de brancher effectivement leur électricité sur les poteaux du premier. Vous voyez, et ça, quand il n'y a pas par exemple le traçage des voies, et par rapport au drainage effectivement des eaux, attendons-nous à ce genre de problème. Vous prenez aujourd'hui par exemple les routes qu'on construit dans notre capitale. Vous voyez que souvent les routes, on les fait, mais quand vous voyez par exemple les caniveaux sont d'une étroitesse, bien que quand il pleut, qui n'ont pas de caniveaux. Il y a des routes également qui n'ont pas de caniveaux. Prenez par exemple le cas de Baie, pour ceux qui y vont. Vous prenez par exemple l'axe qui prend Fiata pour aller vers le marché de Baie. Vous prenez l'axe du marché de Baie pour revenir vers Fiata. Vous voyez que quand vous voyez les caniveaux, vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui se passe? Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que le gouvernement puisse revoir effectivement cet aspect-là. On ne peut pas construire une route à ce 21e siècle et qu'on ne puisse pas faire des caniveaux. Ça serait compliqué. Et vous savez, finalement, on constate qu'au Togo, nous avons effectivement des piscines sur des routes, finalement. Donc je crois qu'il faudrait que le gouvernement puisse y penser, surtout comment draguer effectivement ces eaux-là. Comment drainer, par exemple, ces eaux vers la mer. Ça peut vraiment aider les populations. Et il faudrait également que le gouvernement, les nouveaux quartiers qui se construisent aujourd'hui, que le gouvernement prenne la peine de pouvoir urbaniser, par exemple, ces quartiers-là, tracer les routes et les infrastructures dans ces quartiers avant que les populations ne viennent s'installer. Mais si on ne le fait pas, et tout le temps,
lorsque ces populations s'installent et lorsqu'il y a une petite pluie, mais vous voyez que les populations là souffrent. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement que le fait qu'on n'a pas peut-être bien creusé ces rétentions d'eau, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est comment drainer ces eaux. Tant qu'on n'arrive pas à trouver la solution à drainer ces eaux, attendons-nous, nous allons revivre les mêmes problèmes, les mêmes situations. Une petite pluie comme ça, les bassins là sont pleins et puis les eaux là se déversent dans les foyers, dans les maisons. La question de ces retenues d'eau, finalement, est-ce que ce n'est pas le même sujet des infrastructures? Parce que comment on peut concevoir des retenues d'eau sans penser au drainage. Justement, c'est ça que je n'ai pas compris. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, quand vous prenez la capitale togolaise, je ne sais pas, Samuel, prenez un temps, lorsqu'il pleut, sortez de la capitale, vous allez voir, il n'y a aucune route qui n'est pas inondée. Oui. Aucune route dans la capitale n'est pas inondée. Moi, je prends tout le temps par Kégué pour voir, c'est terrible là-bas. Terrible là-bas. Il n'y a aucune route, je vous dis, qui n'est pas inondée dans la capitale. C'est pour vous dire que les eaux n'arrivent pas à circuler. Donc, il n'y a pas un drainage. Il y a pour les eaux là vers effectivement un lieu propice. Là où le gouvernement a un peu réussi, c'est quand vous allez vers Adakpame. Vous voyez que les rétentions d'eau au niveau d'Adakpame aujourd'hui, quand même, les populations qui s'y trouvent aujourd'hui à Adakpame ne souffrent plus comme avant. C'est parce qu'effectivement, il y a un travail qui a été fait. Et je crois que ces eaux-là sont drainées vers quelque part. Et vous allez voir que même quand il pleut, que l'eau a rempli, l'eau là, il faut filer quelque part pour toujours passer. Donc je crois que il faudrait aujourd'hui qu'on essaie de revoir l'urbanisme au Togo, retracer les routes, essayer de voir. Entre-temps, en Conseil des ministres, il était question d'essayer de revoir certains quartiers. Samuel, quand vous allez vers l'hôtel de la paix, dans ces quartiers, on appelle souvent à l'aglocome. Mais vous ne pouvez pas circuler quand il pleut. Vous ne pouvez pas du tout circuler. Donc il faudrait que le gouvernement prenne effectivement les taureaux par les cornes et essaye une fois encore, lorsque par exemple ces caniveaux-là sont bouchés, qu'on essaie également de chercher. C'est vrai qu'ANASAP fait un travail formidable, mais il faut appuyer ANASAP. Et l'autre aspect, inviter également nos populations. Vous voyez, les gens, ils n'arrivent pas à avoir des latrines chez eux à la maison. Vous voulez poser le sujet du civisme, on va revenir à ça tout à l'heure, mais il y a au Nokounou, la même question revient. On a construit des bassins de rétention d'eau. Par exemple, quand on prend la voie d'Adido Gomé vers Ségbé, c'est quand même une nouvelle voie. On s'imagine que des dispositions auraient dû être prises pour drainer les eaux. On ne construit pas pour que les eaux stagnent là-bas. Les eaux doivent être drainées quelque part. Oui, monsieur Samuel, c'est ce que j'avais dit précédemment. Il y a d'abord un problème d'expertise efficace. Il y a un problème d'expertise, l'efficacité de l'expertise. Et maintenant également, les fonds. Il y a aussi un problème d'orientation des fonds. Parce que lorsque vous avez, si on vous annonce le nombre de milliards engloutis dans ces ouvrages-là, c'est trop. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, quand on évalue, est-ce que ces fonds-là ont été affectés de façon efficace, efficiente? Si les fonds qui ont été affectés dans ces ouvrages, dans la région de ces ouvrages, si ça a été une bonne orientation avec efficacité, nous n'en serons pas là. Alors donc, tout n'est pas question que d'avoir des dotations, on va voir des fonds à utiliser, à affecter. Mais tout est question de est-ce que c'est la voie, le moyen approprié? C'est la direction, c'est le choix approprié pour utiliser ces fonds-là. C'est tout est question de cela. Alors maintenant, quelles sont les expertises qui sont déployées dans ce sens-là, etc. Bon, c'est vrai que dans les ministères, les ministres sont les... Est-ce que c'est quand même les expertises qui manquent? Parce que moi, je ne suis pas urbaniste, mais je sais quand même quand vous avez une rétention, vous devez drainer. Monsieur Samuel, vous savez, il y a aussi la question vous savez, il y a tellement d'enjeux qui jouent dans ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au soir de l'évaluation. Et c'est ça qui détermine tout, vous comprenez. Alors donc, ces fonds ont été affectés pour la réalisation de ces ouvrages-là. Aujourd'hui, nous en sommes là. Donc ça veut dire que les choix qui avaient été faits pour construire ces ouvrages-là, affecter les fonds, aujourd'hui, on voit que ce n'était pas efficace. Voilà. C'est ça. Alors maintenant, quels sont les acteurs qui conduisent ces expertises? C'est là qu'il est question. Parce que si réellement
il y a eu une bonne expertise et on a conscience de ce que, au regard de la situation, c'est ce qui en réalité devait être fait prioritairement et que ça a été fait avant que ce qui doit accompagner suit. Je crois ma foi que nous aurons la solution. Mais il y a aussi des calculs d'intérêt parce que, bon, si avec le fonds disponible, si ce qui devait être fait, si on le faisait en priorité, donc ça risque d'absorber la grande partie du fonds et donc les intérêts personnels restent de jouer. Alors donc du coup, il y a des solutions de camouflage, c'est-à-dire il y a des solutions de camouflage qui sont adoptées, qui sont envisagées. Vous pensez que bon, on a eu les fonds, mais on n'a pas adopté les meilleures solutions. C'est ça, les fonds n'ont pas été affectés pour les solutions qu'il faut. Comme par exemple M. Diakouti l'a dit, d'abord, il faut résoudre le problème de drainage de l'eau. Est-ce que, prioritairement, il y a eu des actions qui étaient menées en ce sens-là? Avant maintenant, à côté de dire bon, qu'il y a des ouvrages, des infrastructures qu'il faut également installer pour comme suite quand ce n'est pas ça et que il y a des solutions de camouflage qui ont plutôt été adoptées tout simplement parce que il y a des calculs d'intérêt derrière, etc. Vous voulez quoi? On va faire au soir de l'évaluation, nous verrons que... Jacques Diakouti, vous vouliez évoquer tout à l'heure la question du civisme parce que c'est vrai qu'on parlait de l'étroitesse des caniveaux, on parle de manque de drainage par-ci, par-là, mais il y a quand même des zones où on a quand même les caniveaux qui peuvent jouer le rôle, mais on a un incivisme pas possible. Oui, mais vous savez, Samuel, avant ça même, vous savez, vous avez parlé tout à l'heure des routes qu'on a eu à construire. C'est vrai. Vous prenez par exemple les routes secondaires. Vous voyez que quand vous prenez les routes secondaires aujourd'hui à Lomé, il n'y a aucune route qui a été goudronnée, il n'y a aucune route qui a été pavée. Les routes secondaires dans la capitale. Si vous prenez par exemple l'As Adido-Gomé pour aller vers Palimé, c'est le seul goudron que vous voyez. À part peut-être le goudron qui va vers Ségbé et peut-être l'autre qui va vers Limousine. À part ça, prenez les routes secondaires des quartiers. Il n'y a aucune route qui a été pavée. Vous voyez, quand les routes ne sont pas pavées et qu'il n'y a pas par exemple les caniveaux au niveau de ces routes, il y aura forcément les inondations. Non, au fait, je crois que si le gouvernement pouvait prendre par exemple la peine d'essayer de paver peut-être que 2 routes secondaires par an, 2 seulement par an, je vous dis, on n'aura pas de problème d'inondation dans notre pays. Les routes secondaires, prenez par exemple l'axe Sobosito, pour ceux qui viennent de Lankouvi et tout ça, si on essaie de paver les routes secondaires là, ne serait-ce que 2 routes secondaires par an, je vous dis que nous allons nous en sortir de ces problèmes d'inondation. Vous avez parlé tout à l'heure du problème d'infusisme au niveau des populations. C'est vrai. Vous prenez aujourd'hui, il y a dans certaines maisons, il n'y a pas toujours de latrines. Il n'y a pas de latrines dans les maisons. Donc les populations, les riverains, là, quand ils font leurs besoins, ils attachent dans les plastiques, ils vont jeter ça dans les caniveaux. Et ces caniveaux également se bouchent. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait, c'est vrai qu'entre-temps, au Conseil des ministres, il était question de faire le répertoire, par exemple, des quartiers précaires et d'essayer de voir comment faut-il effectivement aider ces quartiers précaires-là à s'en sortir par rapport à ce genre de situation. Je ne sais pas là où nous en sommes aujourd'hui, je ne sais pas si cela a été fait ou pas, je ne sais pas. Mais ce que j'ai constaté, j'ai vu qu'il y a quand même certaines routes secondaires qui ont commencé par être goudronnées et autres. Je crois que c'est une bonne chose, mais il faudrait que le gouvernement puisse accentuer. Moi, je le dis toujours, les nouveaux quartiers que les populations sont en train actuellement d'occuper. Il faudrait d'abord, avant que les populations n'aillent, qu'on puisse ne serait-ce qu'avoir des besoins vitaux, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et peut-être la route. Vous voyez, si on a ces besoins vitaux et que les populations commencent par s'installer, on n'aura pas encore ce genre de problème. Mais nous constatons aujourd'hui, Samuel, c'est quand même dommage. Et c'est triste que vous voyez dans des quartiers reculés, et vous allez voir par exemple les fils d'araignée. Une personne par exemple prend l'électricité et vous allez voir que sur l'alignement là, vous allez voir par exemple 10 personnes. Et ce qui est plus dangereux en période pluvieuse comme ça, vous allez voir certains fils se détacher et qui tombent dans l'eau. Et ça crée encore, c'est de sécurité au niveau effectivement de l'électrocution au niveau des populations. Donc je crois que c'est vraiment un problème. Moi je le répète toujours, il faudrait qu'au niveau du ministère de l'urbanisme,
le ministère de l'urbanisme essaie de tracer par exemple les routes, essaie d'amener l'électricité, essaie d'amener l'eau. Ça, c'est d'abord les besoins vitaux de l'homme, avant que les populations là puissent s'installer. Moi, je connais des pays, avant même, les gens viennent même vous demander, dès qu'ils voient vous ramasser par exemple un camion de sable et que vous mettez sur votre terrain, mais c'est tout de suite la régie qui vient et dit mais est-ce qu'on peut vous installer l'eau, ceux qui viennent, est-ce qu'on peut vous installer l'électricité. Donc je crois que ça devait être la même chose dans notre pays. Là, je crois que l'incivisme, c'est vrai, il faut combattre cela, mais il faudrait aujourd'hui que ceux qui construisent également les maisons, il faudrait que l'État puisse avoir, je ne sais pas s'il existe encore ce service, dans le temps on les appelait les samasama, je ne sais pas s'ils sont là encore, s'ils ne sont pas là, il faudrait qu'ils reprennent effectivement le travail. Entre-temps, vous savez Samuel, ils venaient dans votre maison, ils rentraient même dans vos salles de bain, pour vérifier si c'est propre. Quand ils arrivaient, on mettait tout au propre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les mairies qui ont pris la place de l'État dans certains circonstances. C'est ce que dit Yao Nkoulou, elles ne jouent pas leur rôle. Je suis d'accord avec Yao, mais il faut que M. Yao comprenne que il y a des mairies aujourd'hui, quand vous les comparez à d'autres, c'est le jour et la nuit. Il y a certains qui n'ont pas les moyens, ça il faut le reconnaître. Il y a certaines mairies qui prennent les taxes, mais d'autres mairies ne le font pas. Je vous dis, il y a certaines mairies qui se retrouvent, Samuel, à la fin du mois, 100 000 comme caisse, comme recette. Quelqu'un qui a 100 000 comme recette, dites-moi, qu'est-ce que cette mairie-là peut faire? Je donne l'exemple, par exemple, de cette mairie qui est à côté de l'université. La mairie là, Golf 3. Golf 3. Dites-moi, Samuel, entre nous, qu'est-ce que cette mairie-là peut avoir comme taxe? Il y a quel marché là-bas? Il n'y a aucun marché. Si c'est l'université ou la présidence, est-ce que la présidence de la République et l'université peuvent donner des taxes pour que cette mairie-là puisse fonctionner? Je crois qu'avec cette rencontre dont on avait parlé à Kara avec les maires et autres, je crois que c'était vraiment une rencontre pour demander au chef de l'État d'essayer de jumeler certaines mairies, en faire de grandes mairies, pour que ces mairies-là puissent fonctionner. Je suis d'accord avec Nkoulou, mais il faut que Nkoulou comprenne que les mairies-là ne sont pas logées à la même enseigne que les autres. Il y en a qui ont les moyens, mais d'autres n'ont pas les moyens. Ça, il faut le reconnaître. D'autres n'en ont pas du tout de moyens. Prenez par exemple le Grand Lomé. Entre nous, moi je crois que le Grand Lomé, on pouvait avoir une seule grande mairie et les autres avoir des arrondissements. Et lorsqu'il y a par exemple les moyens, la grande mairie peut financer les arrondissements. Vous allez voir que cela peut marcher. Alors, on le disait, vous voulez réagir? Oui, parce que, non, mais monsieur Jacques, vous savez que les mairies, il n'y a pas que dans les marchés que les mairies collectent des taxes. Même quand vous donnez l'exemple de la mairie Golf 3 au niveau de l'université, mais il n'y a pas que l'université, même des boutiques. Vous savez, les mairies, ils collectent des taxes auprès des boutiques qui ont des enseignes. Ils collectent des taxes. Et aussi, il y a des dotations également. Oui, il y a des dotations qui arrivent aux mairies. Non, vous savez, tout est question de volonté. Tout est question de volonté. Et quand vous avez vraiment le souci de marquer votre passage à la tête de la mairie en accomplissant ou en réalisant certaines choses pour votre communauté, mais vous pourrez y arriver. Il y a même des pharmacies, des boutiques, etc. Ils collectent il y a des boutiques de pièces détachées, etc. Annuellement, ils envoient leurs documents, ils collectent également. Après, il n'y a pas que les marchés. Bon, mais c'est vrai aussi, c'est une réalité qu'il y a certaines mairies qui ont plus de capacité que d'autres. Il faut relativiser. Et aussi, ce secteur-là, quand même, il faut reconnaître que c'est un secteur qu'il ne faut pas aussi comparer, par exemple, avec la mairie du Golf 4, à Moutiville, de Nikonakwe, etc. Où, quand vous allez à Nikonakwe, actuellement, les rues sont tellement inondées, les maisons, c'est la boue, mais c'est cette mairie-là qui vous annonce avoir dépensé des centaines de millions pour acheter une maison, pour en faire leur bureau quand les populations sont dans ces conditions. Vous savez, monsieur Jacques, les mairies, quand ils ont vraiment la volonté, ils peuvent agir. Il n'y a pas que seulement que l'État fasse le pavage des routes secondaires. Il y a des dispositions aussi qu'ils peuvent prendre pour la canalisation, le drainage de l'eau. Il y a des caniveaux au niveau surtout dans ces ruelles là où l'inondation est vraiment là, il y a des choses qu'ils peuvent entreprendre avec des moyens, etc., et qui peut
préserver les populations de subir de ces inondations-là en temps de pluie, etc. Alors l'essentiel, c'est d'avoir la bonne volonté, c'est de se soucier des populations, c'est de vouloir faire. Et quand il y a ça, je crois parfois qu'ils pourront y arriver. Mais quand c'est le propre confort qui les intéresse, il y en a beaucoup même, tout simplement parce qu'ils soient dans les 4x4 que l'État leur a affecté pour brandir le titre de maire, etc. Non, ce n'est pas avec ça que nous allons faire évoluer notre pays. Mais c'est d'une prise de conscience et de le vouloir agir vraiment pour la communauté, pour arranger, marquer son passage. C'est ce qui est important. Alors moi, j'ai quand même très envie d'écouter le président du TJP que vous êtes sur la question de l'incivisme relativement à ce sujet des inondations. Oui, je crois également aussi que je voudrais interpeller, pourquoi pas le ministère des Travaux publics. Et dans ces budgets de réalisation des ouvrages, il faut prévoir une marge pour accompagner les acteurs de la société civile à sensibiliser les citoyens, à jouer un rôle de veille, etc. Et pour que des citoyens, parce que vous savez, tellement que le phénomène prend d'ampleur que même vous voyez les étrangers, même aussi, ça donnait à ces comportements inciviques. Et une nuit, moi j'étais au niveau du SCRI, derrière la cour d'appel ici. Une nuit, je passais et j'ai vu une boutique. Ils ont sorti les vieux cartons, etc. Et sur le caniveau, il brûlait et tout rentrait. Je me suis arrêté, je les ai interpellés, j'ai filmé. Tout ça, ce ne sont pas des comportements qui puissent préserver que les caniveaux soient propres et libres pour faire circuler les eaux et empêcher qu'il y ait des inondations. Alors donc, il faut vivement que le ministère des Travaux publics, qu'il voie, il faut une ligne budgétaire pour les organisations civiles, à les accompagner dans ces actions de sensibilisation à tous les niveaux, dans tous les quartiers pour interpeller les consciences des citoyens à ne pas s'adonner à ce genre de comportements, etc. Pendant ce temps, Jacques Diakouty, je l'ai dit, les fortes pluies sont encore à venir. Je suis d'accord avec vous. Les fortes pluies sont encore à venir. C'est vrai que j'ai vu un peu au niveau de la NPC et puis les sapeurs-pompiers un peu dans les quartiers avec Ebomaf qui sont en train de pomper l'eau dans les quartiers. C'est une bonne chose, mais il faut une solution pérenne. C'est-à-dire que ça, c'est une solution de circonstance. Ouais. On sait qu'il faut une solution pérenne. Il faudrait qu'aujourd'hui, chacun puisse donner la main associative pour qu'on puisse trouver une solution définitive à ce phénomène-là. Cotonou souffrait aussi comme ça. Donc, je crois qu'aujourd'hui, cherchons les moyens pour drainer effectivement ces eaux-là et pour que cela ne déborde pas et que ça puisse créer une fois encore les problèmes dans notre pays. On ne peut pas imaginer, Samuel, qu'une nouvelle route qu'on venait de construire tout de suite vers Adido-Gomé et que les deux retenues d'eau soient pleines et que ces eaux-là puissent se retrouver encore sur une voie qu'on venait de construire, qui ne fait pas encore longtemps. Et vous savez que l'eau et le goudron, ça ne marche pas. Tout de suite là, on risque de perdre encore ces routes-là qui risquent de se dégrader. Donc, une fois encore, plaise à Dieu à ce que le gouvernement puisse revoir effectivement le système de drainage de ces eaux-là et canaliser ces eaux-là vers la mer